Bonjour à tous, nous sommes le 4 mai 2025, nous recevons aujourd'hui Tony. Alors Tony nous vient de France, mais plus particulièrement, essentiellement des Bouches-du-Rhône, donc on va dire Marseille pour faire gros, surtout pour des Belges dans mon genre. Alors Tony, ben, il a 37 ans, il a jusqu'en 2015 été dans une vie tranquille. Il s'est rien passé de bien particulier, c'est une famille normale, les études normales, des relations amicales normales. Et puis il va y avoir un élément dans sa vie qui, à notre avis, après discussion préalable à cet entretien ici, un élément probablement qui a été le déclencheur de tous ces malheurs et qui sont toujours présents malheureusement. Alors, Tony, je ne vais pas faire plus long. Et on va se brancher directement sur l'année 2015 et sur cette curieuse aventure qui a l'air banale en elle-même, mais qui, à la réflexion, est le seul élément fondateur de tout ce qui va vous arriver ensuite. Alors oui, ben, bonjour docteur. Merci de me donner la parole. Et oui, 2015, je pense que c'est là où tout a commencé pour moi, où j'ai eu, comment dire, une séparation avec une de mes anciennes compagnes, où je suis passé, j'ai été passé, voilà, j'ai passé en jugement euh, contre elle, où il y a eu forcément des plaintes et des choses comme ça, où c'est passé par la case police et justice. Donc je pense que voilà, je pense que j'ai clignoté au niveau de la justice à ce niveau-là, plus le fait peut-être d'avoir une peut-être rancœur ou une vengeance de cette personne-là. Donc que ce soit peut-être de sa famille à elle ou des Mais je vous amis ou interromps déjà ici, pardonnez-moi, ce serait agaçant pour tout le monde, mais je veux dire, dans une rupture amoureuse, tout le monde ne fait pas un procès. Or, cette personne vous a fait un procès, on va dire sans objet, juste pour essayer de vous salir, ce qui est quand même assez curieux. Bah après, c'est vrai que ça s'était mal terminé. On a eu des altercations, mais après, c'est vrai que bon, je pense que c'était plus pour, ben oui, bah, forcément pour nuire la personne. Généralement, quand on fait des choses comme ça, c'est pas par plaisir, hein, c'est juste vraiment euh, pour essayer peut-être de toucher à la personne financièrement, ou alors essayer de le faire rentrer peut-être en prison ou des choses comme ça, oui. Donc, C'est ça, parce que il n'y avait pas d'enjeu financier, il n'y avait pas d'enjeu familial. C'était donc une espèce de crise narcissique chez cette dame. Euh, Vous pouvez un petit peu nous faire son profil et aussi le profil de la famille, parce que je pense qu'il sera intéressant plus tard pour expliquer certaines liaisons un peu étranges euh, entre vos agresseurs et vous. alors, son profil était. Bon, après, je pense que c'était des gens qui étaient. Euh, je pense qu'ils étaient dans une vie normale aussi. Après, je sais pas dans quelle religion ils étaient ou de quel bord ils étaient, mais c'est vrai que c'était plutôt. Je sais que la mère était dans tout ce qui était. Voilà, elle travaillait pour une banque. Dans une banque, je sais plus quelle enseigne c'était, mais elle travaillait dans les banques. Et que maintenant, je sais qu'elle est dans tout ce qui est. Je pense que maintenant, elle est dans l'immobilier. Donc voilà, mais à l'époque, c'était. euh, Elle et son compagnon étaient euh, dans tout ce qui était banque, dans les C'est ça. banques. Donc on voit des personnes, on dirait bien dans leurs papiers, parce que la fille elle-même, je veux dire, n'avait pas une assise sociale si extraordinaire que ça, puisqu'elle était dans le genre puériculture ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, C'est ouais. ça. Elle Donc, était, ouais, elle était dans les crèches, ouais. c'est ça. Donc on voit une personne
qui supporte mal la rupture, qui vous fait un procès dont on ne voit pas la finalité autre que la vengeance, et qui par elle-même, finalement, peu d'entre-gens, mais les parents semblent être des personnes bien installées dans le milieu. Quand on est dans la banque et dans l'immobilier, on a un tissu relationnel assez important, je Je pense. pense que, ouais, ouais, je pense qu'ils avaient des bonnes relations, oui. Après, ça dépend comme dans tout travail où on passe, selon qui on fréquente aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on était à 10 kilomètres l'un de l'autre, donc on était vraiment susceptibles de se croiser, à tout moment ou régulièrement, peut-être tous les jours, euh, donc pendant quelques années aussi. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Mais oui, je pense qu'ils avaient des bonnes relations et de bonnes connaissances, quoi, que ce soit même au niveau de son père à elle. Donc oui, je pense euh, je pense qu'ils avaient peut-être le bras un peu plus long que moi, oui, à Oui, l'époque. ça, je le pense aussi. Et d'ailleurs, ça va être la vie de flic, parce que vous aurez évidemment rencontré, hélas pour vous, des flics dans votre vie, ça arrive à tout le monde, ça fait partie des grandes joies. Et ces flics-là, d'ailleurs, vous diront, mais est-ce que vous n'êtes pas victime d'une vengeance sentimentale? Ouais, c'est m'est arrivé plusieurs fois où j'essayais d'essayer de faire arrêter ça, le harcèlement que j'arrivais pas au début à trouver d'où ça venait, de qui ça venait. Et donc c'est vrai que je suis allé euh, ni porter plainte ou ni faire de main courante ou de choses comme ça. Mais essayer de signaler et de voilà dire comme quoi voilà quoi en gros moi je vais essayer de faire ma vie normalement. Je suis passé à autre chose de tout ça et j'essaie d'oublier tout ça. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu beaucoup de retours où je ne sais pas s'ils étaient au courant ou bon, je pense que de toute façon ils me connaissent très bien. Où j'ai eu des retours comme quoi ils me disaient voilà est-ce que c'est pas une ex qui vous en veut? Donc moi j'y suis allé plusieurs fois. Bon, que ça, c'était peut-être pour pas forcément pour me plaindre ou des choses comme ça, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu deux retours de personnes où je sais pas si c'était réel ou pas, mais qui m'ont mis le doute en me disant voilà est-ce que c'est pas une ex à vous qui vous en veut quoi. Donc voilà donc c'est vrai que forcément ça amène à se poser des questions Amen. sur Effectivement, ça. parce que dans le parcours, on ne voit pas avant 2015-2016 et ce procès assez surréaliste d'éléments pour dire quelqu'un qui vous en veut, quoi. Euh, et puis cette curieuse réflexion des flics. Bon, vous allez vous mettre au vert, vous allez partir un petit peu en Corse. Ouais, je vais partir presque un an euh, en Corse, ouais. Je vais m'installer là-bas avec ma nouvelle compagne. Seulement, le problème, Ou ben c'est que justement, vos ben ça ennuis irait. vont vous suivre en Corse aussi. Les ennuis vont me suivre en Corse aussi. Au début, tout allait bien, et c'est après où je sais pas s'ils me cherchaient ou ils me recherchaient. Je ne sais pas parce que c'est vrai que moi, j'essayais de passer à autre chose, donc je faisais pas attention. Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir des choses un petit peu bizarres là-bas, ou un petit peu des gens qui vous suivaient ou au début, je mettais ça sur le compte du hasard. Mais c'est vrai que j'ai eu des appels de la gendarmerie, un appel d'ailleurs, un appel de la gendarmerie, plus, euh, plus des personnes, des personnes qui venaient mettre en garde un petit peu la copine, enfin la personne avec qui j'étais à l'époque, quoi. Ouais. Et la famille. Et la famille. Donc on voit déjà un harcèlement social qui se met en place, puisque on va peindre de vous, et c'était déjà le but du fameux procès que cette fille vous a fait, c'était de vous peindre comme un sale individu. Et cette notion va vous coller au basque et va s'aggraver avec le temps, parce que ça va être organisé. Donc vous restez en Corse, et puis vous allez revenir sur le continent. Et là,
Vous avez tombé, parce que vous m'avez dit la gendarmerie m'a appelé. Oui, mais vous étiez en Corse, mais c'est pas la gendarmerie corse qui vous a appelé, c'est la gendarmerie des Bouches-du-Rhône qui vous a appelé. C'est quand même assez surréaliste. On dit que pourquoi il m'appelle, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Sauf que on voit déjà bien que se met en place tout le processus de harcèlement en réseau dirigé par l'État, par les officines sombres, on en reparlera plus tard, puisque c'est pas tout le monde qui va recevoir un coup de fil de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône quand il est en Corse. Bon, Et euh, puis en sachant qu'on m'a donné mon numéro. voilà, Donc, donc le harcèlement est déjà en place. Et on fera remarquer aux auditeurs qu'il vient vraiment dans la foulée de ce procès qui vous a été fait, où vous avez été relaxé, heureusement. Bon, il arrive qu'il y ait des juges qui soient intègres, pas la majorité, mais enfin ça arrive. Et donc, là, ça a été un raté de leur côté. Parce que, visiblement, je suis certain qu'ils cherchaient c'est à... une chance pour moi. Ah oui, oui, ça, je pense. Donc, vous revenez vers Marseille. Mais alors là, ça va... On est en 2010, en 2018, et ça va directement pas bien se passer. Vous pouvez nous raconter un peu ça? Alors moi, je reviens sur le continent. Oui, je pense que c'était de 2018 ou 2017, me semble. J'ai plus les années exactes. Euh, mais je reviens par rapport à une proposition d'appartement qu'on m'a faite. Donc je reviens sur le continent et c'est vrai que là, ça a commencé. J'ai commencé à avoir énormément de problèmes, que ce soit de voisinage, avec la police, euh, encore plus. Et au niveau ben, administratif aussi, hein. Donc voilà, donc ça a été comment dire du tapage, un petit peu du tapage nocturne, enfin tapage nocturne, je sais pas si nocturne, mais c'est vrai que quand j'allais me coucher, j'avais des bruits de tapage sur les murs pendant que je me couchais, enfin, quand j'allais me coucher, quoi, comme s'ils étaient au courant du moment où moi j'allais dormir en fait, hein, Mhm. ou du moment où je me couchais. Donc j'ai eu ça. J'ai eu un problème aussi avec le dentiste. Il me semble que Attendez, à cette avant époque-là, j'ai ça, eu un vous problème. aviez quand même de sympathiques voisins, dont un Sympathique voisin, ouais. était un informaticien. Et comme vous aviez curieusement des problèmes avec votre box, vous avez demandé à utiliser sa box. Et j'ai demandé de me connecter, ouais, j'avais plus ma box qui marchait pas, donc j'avais demandé pour faire certaines choses par ordinateur que je devais faire, des papiers, euh, et puis un tas d'autres choses aussi. Euh, D'utiliser sa connexion, donc il m'a demandé les codes. Euh, et j'ai demandé les codes pour pouvoir me connecter. Donc, ce qu'il a fait gentiment. Euh, donc, savoir est-ce que là, moi, j'ai pas été. Est-ce que c'est possible d'avoir piraté la personne ou est-ce que lui, il n'avait pas réussi à avoir des données ou des informations sur moi. Donc, voilà, parce qu'après, enfin, j'ai appris que lui, de toute façon, il était informaticien en plus. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose à ce niveau-là. Et elle était plutôt dans tout ce qui était euh, dans la neurologie, il me semble. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il y a un lien direct? Euh, je ne sais pas, mais voilà, j'ai commencé à avoir euh, des problèmes au niveau des téléphones. Et après, j'ai eu aussi voilà, des mails un petit peu, j'ai commencé à avoir aussi des mails un petit peu bizarres. euh, une fois que je me connectais, pendant que je me connectais aux bibliothèques sur Marseille. Donc des certaines demandes de rançon ou des messages un peu sur les réseaux sociaux euh, en me faisant comment dire, un petit peu des mots, des commentaires, des messages en me disant comme quoi qu'ils savaient quel lien j'aimais, quel truc que je portais, les marques que j'aimais bien, enfin voilà quoi, en gros, des profils sans photo, des petits commentaires comme ça, et que le lendemain, vous avez plus, quoi. Des petits messages en vous montrant que voilà,
qui vont s'habiller, qui s'habillent comme vous, qui aiment ce que vous aimez, des choses, des choses comme ça, quoi. Donc c'est ça, ça a été très perturbant à ces moments, mais c'est vrai que je pensais que c'était voilà des hackers, mais sans savoir d'où ça venait réellement, quoi. Oui, mais Donc il y a eu ça. vous serez en même temps harcelé en rue, hein. Et j'ai eu, oui, je commençais à avoir. Ben, c'est là où j'ai commencé aussi à avoir je voyais qu'il commençait à se passer des choses un petit peu bizarres, où j'avais un peu euh, des personnes, par exemple, que j'étais habillé d'une telle façon la veille, le lendemain, j'avais cette personne-là qui venait à ma rencontre, habillée comme moi, comment j'étais habillé la veille, quoi, avec on peut croire que c'est le pur hasard, mais après, sincèrement, avec un peu de réflexion, vous voyez que c'est pas, euh, voilà, c'est pas du hasard, quoi. Donc, ils vous montraient comme quoi ils étaient au courant de certaines choses, quoi. Oui. Donc, On sans que vous- précise tout de suite, on a oublié de le préciser, que vous n'avez pas d'activité délictueuse, vous n'avez pas d'activité politique, je dirais, sensible à cette époque-là. Vous n'en avez d'ailleurs toujours pas. Donc, effectivement, la motivation pour mobiliser un réseau qui commence à montrer que c'est plusieurs personnes, voire dizaines de personnes qui commencent à être attachées à vos basques, ça a été déclenché par des gens qui ont effectivement le bras long. On reviendra aux parents de cette fille, j'espère qu'ils se reconnaîtront, parce qu'on émettra évidemment en fin d'émission peut-être une hypothèse sur, disons, la nature des liens, tout ça. Mais il va se passer aussi un élément fondamental dans votre vie, c'est-à-dire que, étant observé 24/7, ils vont savoir que vous allez prendre rendez-vous chez un dentiste. Oui, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ben, vu que je fais énormément de choses par le téléphone, donc que ce soit les mails, les appels, les SMS, je pense que j'ai dû avoir. Moi, je pense que j'ai été piraté, c'est sûr, et je pense que même la personne qui m'a piraté est derrière beaucoup de choses aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours un petit coup d'avance. Donc c'est vrai que j'avais pris rendez-vous au dentiste. Et à ce dentiste-là, voilà, j'aurais dû rester, je pense, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'y suis resté presque une heure et demie pour pas grand-chose. Attendez, Donc c'est vrai parce qu'à ce que c'est un, moment-là, une oui, personne, c'est une curieuse consultation, parce que vous allez arriver chez le dentiste, qui a l'air normal, vous aussi, mais il y a une tierce personne qui n'a rien à voir là-dedans, qui va arriver et qui va prendre le dentiste à part. c'est ça, c'est en fait, j'étais en pleine consultation et en fait, une personne a demandé à venir à voir le dentiste euh, qui était en train de m'ausculter, quoi. Et donc le dentiste m'a dit d'attendre 2 minutes et qui est sorti de la pièce et est allé parler à je ne sais qui pendant peut-être 2, 3 minutes. Euh, et est revenu après. Et c'est là où le dentiste m'a demandé de savoir si c'était possible qu'il puisse me garder plus longtemps. C'est Voilà. gentil, Donc, hein? C'est gentil, c'est gentil. Mm. gentil parce que moi, je pensais que c'était pour avancer. C'était comme s'il me jetait une fleur, alors que pas du tout. Je pensais que moi, c'était pour avancer sur mes dents, justement, pour essayer d'avancer le plus possible, pour avoir moins de travail pour la prochaine fois. Et en fait, pas du tout. C'est quoi? J'ai compris après que, voilà, je vais y revenir. Mais voilà, je pense que quelqu'un lui a donné, et c'est une supposition, je pense que quelqu'un lui a donné quelque chose voilà. J'ai senti à un moment donné où il me mettait quelque chose dans la bouche, mais sans savoir exactement ce que c'était. Et j'ai vu que c'était un petit peu anormal. Donc c'est vrai que j'y suis resté une heure et demie, énormément de temps pour pas grand-chose. Et quand je suis rentré chez moi, c'est vrai que j'avais le domicile qui avait été, euh, je retrouvais la porte grande ouverte.
grande ouverte, avec rien qui avait été volé, rien de déplacé, tout était normal, mais par contre, Sauf, porte grande ouverte, sauf la voilà, carte c'était fermé d'identité. à clé, et ma carte d'identité qui avait disparu Alors, ça, c'est très complètement. symbolique, hein, parce que c'est disparaître votre carte d'identité, c'est une volonté de destruction de votre personnalité sociale. C'est symbolique. La porte ouverte, c'est également symbolique. Tous ces gens sont quand même dans la symbolique. Bon, il est évident que, mais c'était notre interprétation, ce dentiste qui était de bonne foi au départ s'est fait cornaquer par probablement, on va dire, un flic des officines sombres de la République, qui lui a montré très rapidement qu'il était mandaté, que votre personne représentait un danger. En tout cas, il est parvenu à le convaincre très rapidement, et il faut avoir des moyens pour pouvoir faire ça, convaincre un dentiste de vous implanter, parce que c'est ce qui s'est passé. Et en même temps, de faire en sorte de vous garder 1 heure et demie chez lui pour avoir bien le temps de placer probablement des micros et des caméras, tout en vous avertissant déjà qu'à partir de ce moment-là, symboliquement, vous ne vous appartenez plus. Votre carte d'identité montre que vous n'avez plus d'existence sociale. On ouvre la porte, vous n'avez pas d'espace privé. Vous n'en aurez plus, mais vous ne le savez pas encore. Et en plus, vous êtes devenu un individu pucé. Tout ça a été bien calculé. Et à partir de ce moment-là, racontez-nous ce qui va se passer. Mais je pense que c'était l'intervention de dentiste, elle s'est déjà produite plusieurs fois chez mes victimes, hein. Donc, on dit bonjour à nos amis dentistes. Quand quelqu'un vient vous voir en disant je suis des renseignements généraux et ce patient que vous avez en face de vous est un terroriste de première grandeur, il faut absolument que vous le puissiez d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir les moyens de convaincre quelqu'un de faire ça en quelques minutes. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc il a eu les moyens de coercition ou de persuasion très persuasifs, hein, très rapides. De nouveau, on en revient à Ouais, un réseau c'est extrêmement très très fort. structuré. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver Si après, c'est ça, maintenant que vous n'êtes plus Tony, que vous êtes devenu un morceau du réseau? ben maintenant que je suis devenu ça, ben en fait, ça a été dès que je sortais de chez moi, ben forcément, il y avait quelqu'un qui sortait. À chaque fois, c'était toujours ben, des coups dans comment dire, une fois que je me déplaçais dans l'appartement, voilà, c'est soit j'avais une voiture. Euh, Dès que j'étais en mouvement, par exemple, si j'étais en train de regarder un film ou quelque chose comme ça, où je suis pas en mobilité, je suis pas en activité, quoi, au niveau du corps, euh, tout allait bien, il n'y avait pas forcément de problème. Par contre, dès que je me levais pour faire, que je me déplaçais, c'est vrai que vous allez avoir soit euh, une voiture qui partait à ce moment-là, c'est dès que vous faisiez un geste, en fait, dès que vous vous levez, ou euh, c'est comme si, je sais pas, ils étaient à proximité ou qui vous regardaient d'une certaine manière. Et dès que vous bougez, c'est comme si ça leur faisait peur. Donc, du coup, ils partaient, quoi. Donc, vous avez une voiture constamment, dès que je me levais, je l'entendais partir, quoi. Donc, partir. Et c'était des voitures qui étaient assez, on va dire, puissantes. Je pense que ça, Comme c'est calculé aussi gens-là, pour pouvoir oui, partir et pas se faire attraper. ces gens-là sont bien Voilà, voilà. payés aussi, hein. On leur laisse faire leur petit trafic et c'est l'argent de l'État qui sert aussi à leur payer leur voiture. Mais les grosses voitures, c'est aussi un classique de ces petits harceleurs de base, oui. Ouais, parce que moi, c'est constamment, ça va être des motos puissantes ou alors des voitures puissantes, quoi. Donc je pense que c'est pour les rattraper, après, c'est très compliqué. Donc vous avez les voitures et aussi le fait de, en fait, dès que vous sortez de chez vous, vous allez toujours avoir quelqu'un qui sort à ce moment-là aussi, quoi. Donc ça, je l'ai remarqué aussi assez régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai adopté pas mal de choses Et vous pour aurez essayer quand même, d'éviter ça, mais c'est ouais, complètement c'est inévitable. difficile, hein, mais vous aurez quand même ce que je pense être une attaque de vérification par arme électromagnétique après cette implantation chez le dentiste, puisque vous aurez une crise de tachycardie où vous vous dites je vais y rester.
Ah, il y a des soirs où c'est vrai que je commençais à avoir. Moi, je suis pas très. Je parle de ça s'il y a quelques années en plus, donc j'étais. Voilà, je suis pas très âgé, j'ai jamais eu aucun problème de santé, et je voyais que c'était pas normal. Ou le soir, souvent, en regardant la télé euh, ou avant de m'endormir ou des choses comme ça, c'est vrai que j'avais des. Comme si j'avais un problème au cœur, où je sentais que j'ai le cœur qui allait complètement exploser, quoi. Donc c'est vrai que je trouvais que ça, c'était pas normal. Ou même un jour, je pensais, je me suis dit, ça continue, je vais avoir, comment dire, je vais avoir un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je voyais vraiment des palpitations, le cœur qui s'emballait, qui s'emballait, qui s'emballait, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, quoi. Donc ça m'était jamais arrivé, et sachant que j'ai pas forcément de problème, euh, j'ai pas de problème cardiaque ou de problème de santé particulier, quoi. Non. Donc, Mais ça veut dire qu'ils ont déjà à ce moment-là les paramètres suffisants sur vous, physiologiques, pour vous déclencher des troubles du rythme. C'est assez classique et malheureusement mon ami Fabrice en fait les frais tous les jours. Donc ils ont déjà des données physiologiques sur vous qui leur permettent de vérifier qu'ils sont capables d'intervenir sur votre corps et ici, en l'occurrence, sur votre système cardiaque. Donc c'est déjà une action d'arme à énergie dirigée, c'est tout à fait évident. Mais ça ne suffira pas à ces gens-là qui n'en ont jamais assez, puisque on va parler maintenant d'une autre catégorie d'agresseurs, c'est-à-dire inévitablement les flics, qui, pour un motif tout à fait futile, vont vous arrêter. Racontez-nous un petit peu les problèmes de santé qu'on peut avoir dans un commissariat quand ils ont décidé que vous aviez des problèmes de santé. ben, en fait, moi, je pense que vu que certainement, je devais être ciblé ou peut-être dénoncé par des voisins, parce que ça, si j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de faire un petit peu le lien. Je pense que dès que je sortais de mon appartement, je pense qu'il y a quelqu'un qui me balançait ou voilà, qui disait comme quoi, voilà, il sort, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu affaire à deux contrôles de police. Euh, je suis pas quelqu'un forcément de violent ou de méchant. Donc c'est vrai que j'ai eu deux arrestations vraiment très très compliquées, dont une où par des CRS à Marseille, qui m'ont fait euh, un contrôle un peu poussé pour pas grand-chose, donc qui m'ont par rapport à un iPod ou de la musique, pour de la musique, que eux pensaient que c'était peut-être certainement un téléphone ou j'en sais rien. En fait, ils se sont mis vraiment, quand je suis arrivé au feu rouge, ils se sont mis vraiment juste à côté de moi, euh, en moto, et, euh, et quand on commençait à me regarder et à me dire de me mettre sur le côté, et ils m'ont arrêté sur le parking qui était des CRS, justement, eux rentraient, ils étaient vraiment juste à côté, on était Ah, ils étaient vraiment. chez eux, quoi, donc ils ne sont pas trop dérangés, On quoi. était sur Ah le bon, bon. parking, quoi. On n'était pas loin, quoi. On était Ça, vraiment à proximité. c'est quand même sympa, parce qu'ils sont feignants aussi, hein. Voilà. Mais malheureusement, ils vont pas en rester là, et l'histoire de l'iPod va pas bien se passer pour vous à l'intérieur du commissariat, dont tout le monde sait que les sols sont souvent glissants pour les visiteurs. Ben, moi, en fait, ils m'ont, comment dire, je leur ai dit que je devais aller, j'avais un rendez-vous. Donc, je leur ai demandé gentiment s'ils pouvaient se dépêcher. Et vu que j'avais les plaques corse et que je rentrais de Corse, ils m'ont dit, ben, de toute façon, tu n'as rien à nous dire, tu vas pas nous faire chier, on est en fin de service. Donc, on va te faire la totale. Donc, du coup, ben, c'est vrai Ah, ils étaient en qu'ils fin de m'ont service et ils vont vous faire la totale. oui, c'était Il faut dire que 5h30, je pense qu'ils rentraient. oui, dans un cerveau normal, on a un peu de mal à mettre ça en ordre, mais enfin, Dieu merci, tout le monde n'est pas flic. Voilà, donc je pense que eux devaient finir leur tournée ou ils avaient fini de travailler, ils devaient rentrer. Donc du coup, voilà ce qu'ils m'ont dit clairement. Donc on va te faire la totale. Donc ils ont commencé à me faire la totale au niveau du véhicule, donc à tout regarder vraiment, que ce soit les pneus, l'assurance, le triangle, tout ce qui pouvait être mis dans la loi au niveau du véhicule, ils me l'ont fait. Donc il y a ça, ben, forcément.
ouvrir le capot, vérifier des choses que bon, peut-être des trucs vraiment qui servaient peut-être à rien ou qu'on contrôle peut-être généralement jamais quand on a un contrôle de Oui. police. Ça Du s'appelle coup, ils m'ont tout fait, ça quoi. s'appelle du harcèlement policier, mais le problème, c'est que malheureusement, ils vont vous casser la figure après. Ben voilà, c'est ça. En fait, ils m'ont, comment dire, quand je leur ai dit s'ils pouvaient se dépêcher, que j'avais un rendez-vous, et que voilà, si, ouais, voilà, ils pouvaient un peu accélérer le pas, quoi. Donc, ça leur a pas plu du tout, et c'est là où j'ai eu un des deux motards des CRS qui m'a attrapé vraiment euh, par le cou, quoi. Par le cou, et c'est là où ben, ils ont essayé de me maîtriser au sol sur le parking à deux et voilà, je pense qu'ils comment dire, nous ont fait une interpellation comme certaines personnes peuvent le vivre actuellement, hein. Des arrestations très virulentes, très violentes. Donc en plus sur un sol en béton, sur un parking, donc avec deux gendarmes dessus vous, plus un autre qui arrive parce que vu qu'on était sur le parking euh, Par hasard. de la police des CRS d'autoroute. Un troisième est arrivé de je ne sais où pour aider ses deux collègues alors que je présentais comment dire, aucune menace, voilà, aucune menace pour eux, quoi. Donc aucun fait de violence, aucune altercation verbale ou autre. Donc je pense que voilà, ils ont voulu montrer qui était le patron. Et donc ben, ils m'ont complètement massacré. Donc j'ai eu les deux genoux, les deux coudes, la hanche, voilà, C'est ça, donc avec. une interpellation banale, tout à fait banale, tout à fait banale dans un commissariat, si ce n'est que c'est eux qui vont porter plainte contre vous. Alors voilà, j'ai eu ça parce que j'ai demandé, ils m'ont mis directement en garde à vue après ça. Donc je suis resté un moment à l'accueil sans savoir pourquoi. Je les voyais en train de virer, de tourner, d'aller assez rapidement. Je le voyais qu'il était stressé, qu'il n'était pas bien du tout. Ils n'étaient pas bien du tout. Ben moi, j'étais un petit peu, j'étais complètement amoché hein, quand même. Et en fait, je les voyais être pas très bien, rentrer, sortir, voilà, être un petit peu stressé, je pense, par ce qu'ils venaient de faire, Ce sont des parce que c'était émotifs, hein. vraiment, Les flics sont des émotifs. ils étaient pas bien parce que je pense qu'ils savaient la connerie qu'ils venaient de faire. Donc Oui, moi, mais j'ai je crois que demandé à être. la connerie, ils l'avaient fait exprès parce qu'on s'arrête pas comme ça. Je pense qu'ils étaient en service commandé. Mais donc vous serez naturellement, comme ils sont assermentés, qu'on peut pas dire que c'est des menteurs, c'est vous qui allez déguster. C'est peut-être une façon de faire un peu de fric aussi sur votre dos, hein. On dit ça comme ça. Il ne viendrait pas à l'idée de dire du mal des gens qui sont là pour nous protéger de tout et de n'importe quoi. Bien entendu, bien entendu. Mais vous aurez, et nous sommes toujours en 2019, la chance, je le dis évidemment en souriant, de passer un joyeux Noël. Mais vous allez nous le raconter. Effectivement, j'ai eu un très bon Noël. Je pense que justement, ça rappelle des souvenirs, le jour de Noël. Mais oui, j'ai eu comment dire, une, une hospitalisation en psychiatrie abusive en 2019, où je suis. Ben, en fait, j'ai déménagé pour essayer de partir de tout ça, de tout ce qui m'arrivait et de ce harcèlement. euh, Où ça a continué enfin, à l'endroit où j'ai déménagé, que j'ai aménagé, pardon. Donc ça a continué. Donc j'ai voulu, je me suis dit peut-être que là, c'est peut-être pas la même façon de procéder, où j'ai voulu aller justement faire constater ça par un médecin, parce que je pense qu'ils ont dû me retrouver en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, donc ça a recommencé. Donc j'ai essayé de me dire de faire arrêter ça parce que j'étais fatigué de tout ça et que ça a commencé à prendre une ampleur, où ça commençait à me toucher au niveau du travail, du domicile et à l'extérieur dans la rue, quoi, en fait. Donc j'avais
J'avais les trois cas, quoi. C'était domicile, quand je me déplaçais et quand j'allais au travail, quoi. Donc vous allez Donc en un petit peu fatigué. c'est ça, vous étiez fatigué, vous demandez de l'aide le jour de Noël, mais alors ça va pas bien se passer du tout. Donc on précise quand même, parce qu'il faut citer les lieux, que ça se passe à l'hôpital de Salon de Provence et que ben, vous allez avoir un dialogue assez curieux avec la médecin qui va vous recevoir. Ouais, ça se passe sur Salon où juste avant, j'ai eu, comment dire, un peu des dégradations au niveau de mon appartement. Pour pas passer un mauvais Noël, que ce soit avec la famille, avec les proches, pour pas qu'il y ait du harcèlement, je me suis dit, je vais demander conseil à un policier d'ici qui m'a conseillé d'aller voir un médecin urgentiste et se faire constater ça par un médecin urgentiste pour avoir une ordonnance, pour pouvoir peut-être par la suite voir avec un avocat et porter plainte pour ce harcèlement continuel, quoi. Donc, euh, je suis allé à l'hôpital voir tout bêtement, tomber dans le piège, aller à l'hôpital et voir un médecin qui m'a fait justement l'ordonnance et qui m'a demandé si je voulais voir. Enfin, j'ai expliqué en gros que voilà que j'étais un petit peu fatigué, un petit peu démuni, un petit peu manque de sommeil, mais sinon ça allait quoi. Je veux dire, je n'étais pas au bout de ma vie non plus et essayer de voilà que j'avais du mal un petit peu à aller travailler. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué en ce moment, c'était pas évident. Donc, elle m'a conseillé d'aller voir, est-ce que je voulais voir un psychiatre. Donc, euh, moi, j'ai dit, pourquoi pas. Sauf que bon, je ne connaissais pas les psychiatres, j'ai jamais vu de psychiatre de ma vie, je ne sais pas, voilà, euh, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et elle m'a dit par trois fois, est-ce que j'étais sûr? Elle m'a dit, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir l'avoir? Vous êtes sûr? Et c'est vrai que ça m'interpelle maintenant parce que, C'est assez extraordinaire, hein, il faut dire, c'est assez extraordinaire. Donc ouais, elle m'a dit, vous êtes sûr? j'ai ma chère Ouais, consoeur urgentiste qui vous dit en bon français, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir vous jeter dans la gueule du loup? Donc ouais, ben, je pense que, c'est hallucinant, hein. On passe quand même de la violence d'un commissariat à la violence d'un hôpital et puis de la psychiatrie, puisque ma consoeur psychiatre, et là je vais aller pour aller un peu plus vite, va vous sommer de rester. Vous ne présentez pas de danger ni pour vous ni pour les autres. C'est pas grave. On est le 24 décembre. On va vous garder. Vous n'êtes pas content, vous voulez sortir. Ça ne fait rien. On vous met 8 personnes sur le dos des pompiers, je ne sais encore quoi. Les pompiers sont, je le dis parce qu'ils sont souvent mêlés à des histoires pas très propres et que le statut de pompier, dans mon expérience ici d'intervieweur, n'est pas toujours très positive, hein. On leur dit comme ça et on leur dit bonjour. Euh, et donc, au fond, vous allez rester 20 jours dans une hospitalisation qui est à l'évidence abusive à l'hôpital de Salon de Provence. Et on salue la psychiatre qui a réalisé cette performance intellectuelle. Mais en dehors de tout aspect sarcastique, vous devez bien vous rendre compte qu'il y a dans votre dossier, dès ce moment-là, avant même que la psychiatre n'intervienne, un élément dans votre dossier médical qui va faire tiquer mes confrères et qui va laisser entendre que vous êtes quelqu'un qu'il faut surveiller de près, qui est dangereux. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, les dossiers médicaux sont complètement fusionnés avec les dossiers policiers, tout et tout et tout. Et vous allez avoir une marque d'infamie sur vous, ce qui va vous valoir ces fameux 20 jours d'internement. Je dis bonjour à Régis, qui a vécu la même chose ici en Belgique, et j'ai eu maille à partir avec la psychiatre qui se reconnaîtra là-dedans. Vous allez à ce moment-là faire l'objet quand même d'une surveillance, parce que quand vous sortirez de nouveau, vous serez pisté, vous serez surveillé, on vous provoquera chez vous des réveils, le harcèlement va continuer, qu'il soit au travail ou je dirais physiquement, et on va vous créer une de nouveau un théâtre de rue d'altercation, on va vous empêcher d'entrer quelque part, et là il va y avoir toute la smala qui va s'en mêler, et on va voir comment un théâtre de rue bien organisé
peut réamener quelqu'un comme vous, je dirais d'une vie normale, à la case police, puis à la case psychiatrie de nouveau. Mais vous allez nous raconter ça mieux que je ne viens de le faire. Donc vous allez, je crois que c'est pour déposer un CV. Voilà, c'est ça. Je vais pour du travail et me renseigner un petit peu, savoir si des personnes avaient besoin, étaient dans le besoin par rapport à du personnel. Essayer de rentrer. Bon, après, il y avait eu, comment dire, comme vous dites juste avant, le théâtre de rue, des altercations avec des personnes déjà avant, par rapport, parce que j'essaie, voilà, je me laissais pas faire. Du coup, c'est vrai que là, j'ai eu une personne qui m'a empêché de rentrer dans l'endroit où je voulais aller pour dire bonjour et déposer un CV. Et en fait, cette personne-là, j'ai eu une altercation avec lui parce que cette personne-là, je essayait de m'interdire de rentrer. Euh, et c'est parti un petit peu avec des insultes verbales euh, avec cette personne-là. Et ça a continué. Cette personne m'a suivi par la suite jusqu'à la boulangerie où j'allais acheter le pain. Euh, et ça a créé une autre altercation devant, sauf que devant cette boulangerie, c'est la boulangerie où vous avez aussi la femme du maire qui travaillait, la femme du maire du village qui travaillait à cette époque-là. Vu que c'est un petit village, tout qui s'est su assez rapidement. Donc ça a créé un peu une émeute un peu avec. Voilà. Donc le maire a été appelé rapidement et est venu sur les lieux et dit à moi qu'en gros c'était plus possible de continuer comme ça et bon voilà, la faute a été On remise va sur peut-être moi. s'arrêter encore ici, Tony, si vous voulez bien. Voilà, vous avez un maire que vous connaissez, la femme vous connaît parce que vous venez chercher le pain là-bas, un type vous cherche des noix, il vient vous faire un théâtre de rue, le maire arrive, il n'est au courant de rien, forcément, il n'y était pas, mais il a à l'évidence été rencardé et il a reçu une version qui est en votre défaveur, évidemment, en haut lieu. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. On lui a peint de vous, puisqu'il dit ça ne peut pas continuer comme si c'était une histoire qui revenait régulièrement. Bon, alors tout ça vient évidemment de la préfectorale, qui l'a contacté, qui était naturellement en cheville avec les flics, qui sont naturellement en contact avec votre harceleur. Je rappelle, pour la petite histoire, que les préfets, il n'y a rien de plus dangereux en France, puisque ce ne sont jamais que les marionnettes du pouvoir, avec une espèce de vernis comme ça, pour faire joli, mais à l'intérieur, c'est assez pourri. Je rappelle qu'historiquement, c'est une création d'un petit bandit corse né à Ajaccio et qui avait mis la main sur la France. Je pense me souvenir qu'il s'agissait d'un type qui s'appelait Napoléon. On a gardé ce système préfectoral qui donne toute satisfaction à un pouvoir, surtout un pouvoir discrétionnaire, et depuis lors, donc je crois depuis le début du 19e siècle jusqu'à ce début du 21e siècle, ce système préfectoral donne toute satisfaction. On rappelle que le préfet l'allemand, qui adore faire tabasser les manifestants, et en dehors des réunions maçonniques qu'il a, voilà ce que c'est que la préfectorale. Mais vous avez été directement visé par le haut. Il ne peut pas en être autrement. Le maire n'est pas venu comme ça vous raconter tout ça. On lui avait raconté. Et il l'a cru parce que ça venait d'en haut. Mais malheureusement pour vous, vous allez avoir le cortège des pompiers, des flics, et puis, je vous laisse continuer. Mais là, tout simplement, le maire est intervenu, donc ça a été gendarmerie qui a débarqué, donc prise d'identité, carte d'identité, même pour les personnes qui ont essayé de me défendre, hein, parce que bon, je suis connu dans ce village, tout le monde me connaît, les informations passent très très vite, tout le monde se connaît. Ça a été gendarmerie qui sont arrivés. Et vu que certainement, ils ont dû voir que j'avais été certainement hospitalisé il y a peut-être 3 ans de ça. Et ce qui n'est Donc je pas pense normal, que je vous arrête ici.
Le Oui. dossier médical est un dossier personnel. Les flics n'avaient pas à le savoir. Ce qui veut dire que, je reviens là-dessus, il existe en France un dossier complet sur les individus, y compris le dossier médical, ce qui est proprement scandaleux et qui montre bien que la France n'est naturellement pas une démocratie, mais on est au niveau de l'Allemagne de l'Est dans ses plus beaux jours. Ah, de toute façon, ils tapent votre nom et puis c'est fini. Ils ont toutes les informations qui remontent, hein, que ce soit gendarmerie, bon, après le maire qui était là. Donc ça va très vite, hein. Antécédents, euh, la police voilà, qui est certainement partie par la suite parce qu'ils ont dû voir que, voilà, ils ont dû certainement dire que la personne n'était pas euh, responsable ou peut-être paranoïaque ou dangereuse ou je ne sais quoi. Donc forcément, tout ça a été repris par les pompiers. Une fois de Vraiment, plus, les pompiers, hein, donc on les salue de nouveau. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop souvent mêlés au harcèlement en réseau, les pompiers. Je dis à toutes les victimes, méfiez-vous des pompiers, ils sont pas là que pour s'occuper du feu, hein. je devais être harceleur, effectivement. Je le vis encore aujourd'hui, même en étant, comment dire, en ayant de la famille dans les pompiers en plus, hein. Donc dans la marine et dans les pompiers aussi. Donc je connais très bien. Mais oui, ils peuvent être, je suis formel, ils peuvent être derrière du harcèlement, hein, c'est sûr et certain. J'en ai les preuves et je le vis tous les jours. Donc du coup, ça a été les pompiers qui sont intervenus. Donc la police, c'est soit ils me mettaient les menottes, ils m'amenaient en garde à vue, alors qu'il y a eu juste comment dire, une altercation verbale. Mais vu que je suis catalogué, ben forcément, ça prend des ampleurs. Des grosses ampleurs. Donc, du coup, j'ai atterri, ben, forcément, encore une fois, ben, à l'hôpital, où ils m'ont fait le même rituel, hein. Donc, une fois arrivé là-bas, ça a été appel au préfet. Préfet qui a donné l'ordre de me psychiatriser. Donc, verre à boire. Et On aimerait puis, bien savoir d'ailleurs comment le préfet, je crois que c'était la préfète en l'espèce, la euh, préfète, il me comme semble, à ça, l'époque, ouais. dans un dossier visiblement elle ne peut pas connaître. Quel est le psychiatre qui lui a dit que c'était absolument indispensable de vous embastiller? On voit bien que la préfète s'en fout, elle est au-dessus des lois, c'est elle qui dirige tout, c'est la mafieuse du département, mais la mafieuse d'État, hein, ce qui est toujours sympathique, mais ça va vous valoir quand même 6 semaines de privation de liberté et d'intoxication médicamenteuse, hein. Ah, ben là, ça a été le pire, hein. Là, j'ai bien subi, là. Là, j'ai bien subi l'hospitalisation parce que ça a été plus d'un mois et demi. Sous cachet et sous SDRE. Donc voilà, donc sous le représentant de l'État. Vous expliquez aux auditeurs le statut SDRE parce que c'est l'aboutissement de du fait que vous avez quitté la société normale et que vous êtes plus que maintenant qu'un chien en laisse tenu par la préfecture. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce SDRE, c'est une spécialisation qui est faite sous un représentant de l'État, quoi. Donc en fait, comment dire, je suis géré par eux, quoi, en fait, hein. Donc ça peut être ni la famille qui peut intervenir, ni des amis, ni des proches, ni des parents, Je suis vraiment sous responsabilité de l'État. Donc c'est une SDRE, en fait, une des plus grosses hospitalisations qu'il peut y avoir en psychiatrie, c'est celle-ci. Donc, et pourtant, Il n'y a rien il eu, s'est rien non? passé. Non, il ne s'est rien C'est passé. parti. Mais il ne s'est rien passé, mais on commence à voir maintenant les tenants, les joueurs de flûte, les teneurs de ficelle dans l'ombre, et on va tout doucement arriver à, avant que vous nous décriviez quand même maintenant, malheureusement, votre statut de victime d'armes à énergie dirigée, je vous laisserai donner des détails que vous voudrez bien donner, mais j'aimerais à ce stade que chacun comprenne que le sort qui vous est fait, le nombre de personnes incluses là-dedans, les moyens administratifs, flicailleux, pompiéristes, etc., etc., ne peuvent être le fait que de forces occultes agissant dans l'ombre en toute impunité. Alors, je ne citerai pas le nom des forces occultes, je pense qu'ils se reconnaîtront et
Il n'y a pas qu'une seule obédience dans cette histoire, mais il n'y a pas d'autre explication possible pourquoi on s'attaque à quelqu'un comme vous, avec autant de constance, de virulence, à partir d'un événement tout à fait banal, si ce n'est pour prouver que ces forces occultes peuvent faire ce qu'elles veulent sur le territoire de la République française. Bon, C'est sûr. je crois Ils qu'on sont tous en lien, hein, sincèrement, que ce soit le médical, les pompiers, la gendarmerie, peut. les préfectures et tout ça, ils sont tous vraiment en lien et Oui, mais en lien euh, occulte, c'est-à-dire en lien occulte et complètement en dehors de tout le cinéma démocratique qu'on veut nous faire. Parce que je pense qu'il y a encore des gens en France qui pensent qu'ils sont en démocratie et qui doivent se déposer un bulletin de vote pour penser qu'ils le sont. C'est juste signer leur arrêt de mort que d'aller voter. Mais enfin, bon, c'est un autre problème. Pour terminer, Tony, ce que vous voulez bien nous raconter aujourd'hui, parce qu'en dehors de ce harcèlement, cette déstructuration sociale qui vous a été infligée pour n'importe quoi, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent en termes d'armes à énergie dirigées? On en a un peu parlé, mais je vais vous laisser donner des détails. ben là, tout simplement, moi, depuis ma deuxième hospitalisation, qui était en 2023, donc à partir de là, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des gros problèmes. Parce qu'avant, je ressentais pas grand-chose au niveau du corps. Donc là, ça a été commencé à avoir des décharges électriques à des moments où en fait, mon corps n'était plus en activité. Généralement, c'est souvent quand vous êtes posé, vous êtes pas en activité. Donc moi, c'était des décharges électriques au niveau de la cuisse, mais vraiment comme si on vous prenait à coup de taser. Ou alors des piqûres assez régulières euh, que ce soit au niveau du ventre, au niveau des derrière la tête aussi, derrière la tête, des petites piqûres, des petites décharges, et au niveau des pieds. Donc souvent au niveau des pieds, comme s'ils savaient exactement, par exemple, vous allez poser votre pied sur pour vous reposer sur, on dirait qu'ils sont au courant et qu'ils vous envoient une décharge à ce moment-là pour pas que vous puissiez vous reposer ou que vous soyez, voilà, vous soyez toujours en activité, quoi, que vous empêche de vous reposer ou de dormir ou des choses comme ça. Donc beaucoup de décharges, de piqûres, de décharges électriques, beaucoup de, comment dire, de bruit perçant dans l'oreille. Je ne sais pas si ça fait l'équivalent des acouphènes. Euh, Ou alors comme si là c'est revenu depuis quelques semaines, comme si on vous faisait un petit peu des tapages dans l'oreille, comme si un petit peu c'était comme du morse, quoi. Alors, je sais Vous pas avez, comment oui, oui, ça définir c'est ça. quand même du V2K, hein, c'est des voix dans la tête. Vous avez eu quelques voix dans la tête claires, hein, où on vous a prononcé des mots. Ben oui, parce que moi je me suis dit c'est complètement impossible de vivre ça. Donc c'est vrai que j'ai eu des moments où je suis quand même quelqu'un de lucide et de sensé. Donc c'est vrai que euh, et j'ai eu une voix dans l'oreille qui m'a dit euh, et je connaissais pas encore tout ça. Euh, voilà, en gros, on va te tuer, sale. Enfin voilà. Je dirais pas j'en dirai pas plus. Euh, En sachant que j'étais tout seul, en train de promener le chien et qu'il y avait personne autour de moi et que voilà quoi. Donc c'est vrai que euh, on peut associer ça à du V2K, mais après savoir si réellement c'est ça, c'est très très compliqué de se l'avouer, de se dire vraiment est-ce que est-ce que c'est réellement ça ou pas, quoi. Donc oui, c'est m'est arrivé une fois ou deux d'avoir d'avoir ça dans l'oreille, quoi. Mais le plus régulièrement, c'est euh, les, euh, les bruits perçants dans les oreilles le soir, plus des genres de petits à-coups dans les oreilles, alors que j'ai pas forcément de problème de santé à ce niveau-là, quoi. Donc oui, très dur à vivre. Bon, donc il y a des Voilà. réveils forcés, et on a évoqué quand même un peu la possibilité de rêves synthétiques, hein. Oui, ben en fait, même en travaillant, parce que là, c'est vrai que pour travailler, c'est très compliqué, parce qu'ils me le font aussi au travail, parce qu'ils viennent au travail, et je pense que ça peut être fait
Ça peut être fait par des personnes qui ont certainement des dispositifs dans les voitures ou des choses comme ça. Parce qu'à force de subir ça, on se pose tout un tas de questions et je relève beaucoup de choses. Donc je pense ils peuvent avoir des dispositifs un peu partout, quoi, ou mettre en place certaines choses. Mais oui, c'est vrai, beaucoup réveillé, passer un moment, je devais me lever à 5 heures ou 5h30 du matin pour aller travailler. Et j'étais réveillé régulièrement, même avec une grosse fatigue et en se couchant tard. Vous pouvez être sûr que si je me couche à 1 heure ou à minuit, j'étais réveillé entre 3 heures et 4 heures du matin constamment. Donc c'était tout le temps, passer une période, c'était ça tout le temps, quoi. Réveillé, vous ne savez pas pourquoi, vous savez pas quelle heure il est, et c'est comme si on appuyait sur un bouton et que vous vous réveillez sur commande, quoi. Donc c'était ça pendant des mois, 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 et des sensations de vous réveiller comme si vous n'avez pas dormi, comme si vous pouviez faire 2 heures de sommeil ou 9 heures de sommeil, vous vous réveillez avec une fatigue inexpliquée, quoi. Alors que pourtant, voilà, j'ai jamais ressenti ces sensations-là, quoi, parce que je dors toujours généralement bien et je me réveille pas fatigué, quoi. Donc, c'est vrai que, oui, des réveils inhabituels, quoi, à des heures bien précises. Oui. Et pour les rêves inhabituels. Et les rêves inhabituels, c'est vrai que j'ai jamais vécu ça, mais j'ai eu beaucoup de réveils avec des pensées, avec des personnes que je ne voyais plus de longtemps. Ça peut être des ex, des pensées à certaines ex que je ne voyais plus depuis 10 ans, 15 ans, des rêves un petit peu hallucinants. Euh, donc, comme si vous étiez vraiment dans un autre monde, quoi. Donc, est-ce que ce sont des rêves induits ou est-ce que ou c'est peut-être tout autre chose? Mais oui, vraiment des réveils et des rêves particuliers, quoi. C'est des choses euh, qui se sont calmées depuis peu, mais qui peuvent reprendre, je pense, à tout moment, quoi. Bien, ben, je pense que nous avons fait le tour de votre histoire à la date d'aujourd'hui. Je crains malheureusement qu'elle ne se poursuive pour vous parce que ces gens ne lâchent jamais. Ça montre que pour même des broutilles, comme ce qui vous est arrivé en 2015, ils sont capables de déployer une férocité, une densité de répression absolument extraordinaire. Ça devrait faire réfléchir nos auditeurs sur le monde dans lequel ils sont et dans lequel ils sont rien. Voilà. Et il faut que des gens comme vous ayez le courage de témoigner pour dire qu'en fait, les citoyens de base sont du pur bétail, comme dit, on va dire, Monsieur Soros ou feu Monsieur Kissinger, du bétail. Leurs Et petits, enfin, pour moi, je vois ça comme des jouets, quoi. oui, tout à fait, tout à fait. Et voilà. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'ils nous voient comme leurs jouets, quoi, hein, tout simplement. Ils s'amusent avec nous parce qu'ils doivent certainement nous penser peut-être fous ou je ne sais quoi. Mais voilà, moi, j'en ai vu des personnes qui vous font ça et qui en sont. Au plus vous allez mal, au plus vous êtes touché, au plus ils vont amplifier la chose. Ça, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui vous harcèlent et qui en rigolent et qui en sont contents. Donc, je pense pour moi, pour eux, c'est comme si c'était un jeu parce qu'ils pensent que peut-être la personne est peut-être pas sensée, est peut-être débile ou handicapé ou mongolien ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai il faut pas lâcher. De toute façon, moi, au plus je leur tiens tête, au plus ils amplifient les choses, au plus je suis au plus harcelé, au plus j'essaie de trouver, au plus ils vont me créer des problèmes de santé, au plus je vais être attaqué, au plus je vais être en relation avec des personnes, au plus je vais publier, au plus je vais en parler, au plus, ben, parce qu'ils essaient de vous faire taire aussi, hein. Donc, dans tous les cas. Mais au plus j'essaie de prouver, de m'en sortir, au plus, voilà, ils vous attaquent dans tous les sens, que ce soit administratif,
au niveau du théâtre de rue, du gang stalking, des pompiers qui vous tournent autour, la police qui vous tourne autour constamment alors qu'il se passe rien de particulier, vous empêcher de dormir, de vous attaquer électromagnétiquement, de vous toucher les téléphones, de vous faire un peu de vandalisme aussi au niveau du domicile. Donc tout ce qui peuvent, tout ce qui peut vous toucher, je pense qu'ils peuvent, ils essaient de le mettre en œuvre de n'importe quelle manière, hein. Donc euh, ils sont au-dessus de nous et puis ils essaient de vous nuire ou de vous déstabiliser ou de vous mettre à terre, quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de remarques de savoir comment voilà, comment ça se fait que j'étais encore en vie, malgré tout ce que je vivais. Beaucoup de remarques dans la rue, beaucoup de diffamations, beaucoup d'accusations à tort, beaucoup de... Parce que ça, j'en ai pas parlé aussi. Je sais pas si je peux en Oui, parler ou pas, rapidement, mais c'est vrai qu'ils arrivent à mettre en place. Ouais, ouais, ils arrivent beaucoup à mettre en place aussi des choses. Un endroit où vous allez venir, vous pouvez être sûr qu'ils vont venir à cet endroit-là pour essayer voilà, de mettre un petit peu un petit peu le bordel. Donc, de partout où je passe, vous allez avoir des alarmes qui vont sonner, ou ça peut être des exemples comme ça, mais voilà, c'est très régulier, quoi. De partout où vous êtes, il se passe des choses inhabituelles, quoi. Donc, voilà, il faut vivre avec ça tous les jours et essayer de faire abstraction à tout ça, mais c'est pas évident, quoi. c'est pas évident, mais je précise à tous ceux qui auraient la tendance de se dire on va se taire pour ne pas être torturés, qu'ils ne se fassent aucune illusion. S'ils sont dans leur filet, ils y resteront, même s'ils courbent la tête et qu'ils plient le genou, ça ne changera rien sur leur destinée, sauf que ils montreront qu'ils n'ont pas le courage que vous démontrez, parce que, au fond, maintenant que je fais partie de la grande famille aussi des ciblés, nous n'avons pas le choix. C'est soit de mourir debout, soit de mourir à genoux. Ben, je pense que nous avons fait un choix et je suis toujours très admiratif du choix que les victimes qui témoignent font et je vous remercie comme toutes les autres d'ailleurs auxquelles je pense beaucoup. Ben, merci beaucoup, merci à vous, docteur. Merci de donner la possibilité de pouvoir expliquer ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours où vous avez des personnes qui vont vous prendre ben, forcément pour parano, parce que moi, ils m'ont mis la case ben, de personnes, euh, de personnes parano, dangereuses. Donc voilà, au plus vous vous approchez de la vérité, au plus vous essayez de dénoncer, ben, au plus ils vont essayer de trouver quelque chose pour vous nuire à vous, quoi, ou pour vous discriminer, vous discréditer, quoi. Donc c'est vrai que ben, merci à vous de pouvoir nous permettre de s'exprimer sur votre chaîne et essayer de... J'espère qu'un jour ça pourra s'arrêter pour toutes les personnes qui sont victimes de ça, mais voilà. Moi, j'étais pas du tout dans ça avant, j'y croyais pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, quand vous êtes touché, c'est vrai que voilà, euh, c'est vrai que voilà, c'est bien réel, c'est bien là, et c'est peut-être fait d'une manière invisible, mais il se passe des choses, euh, il se passe des choses pas normales, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ça et qui sont voilà, qui sont pas là pour forcément pour faire le bien, quoi, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup à vous, docteur. Merci encore et bon courage. Merci.